Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soline, je suis interne en deuxième semestre en Réa et je voulais qu'on parle un peu ensemble du Clostridium difficile. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet déjà c'est un sujet en fait qui est important de plus en plus puisque les infections à Clostridium sont de plus en plus fréquentes. On a noté quand même en 2011 aux États-Unis 30 000 décès dus au colite à Clostridium difficile et 12 000 cas à peu près par an en Grande-Bretagne. Aux soins intensifs, ça concerne quand même beaucoup de nos patients, puisque c'est à peu près 1 à 2% des patients de réanimation qui développent une infection à Clostridium difficile. Et ça pose également un problème économique et de morbidité pour les patients, puisque 30% des patients qui font un premier épisode de colite à Clostridium vont récidiver une colite avec un deuxième épisode. Et s'ils font déjà 2 épisodes, on a 40% de risque qu'ils en fassent un troisième. Donc au fur et à mesure, on a des récidives qui sont de plus en plus fréquentes. Donc comme je vous l'ai dit, ça augmente les coûts et les durées d'hospitalisation. Alors pour commencer, je vous propose de sortir vos téléphones, cette fois autorisés, de vous connecter avec ce petit QR code, pour ceux qui ont la technologie sur leur téléphone. Il y aura 3 petites questions. Il faut juste flasher le QR code, il y a 3 questions qui vont apparaître dessus. Voilà, est-ce que c'est à peu près bon? Ok. Ok. Ah, excuse, pardon. Ok. Alors. Donc, là, vous voyez normalement la première question qui s'affiche. Alors, je vais la faire apparaître en même temps sur l'écran. Donc, première question pour savoir qui est Clostridium difficile. Est-ce que déjà, c'est un bacille gram-positif anaérobie strict? Est-ce que c'est un germe fragile qui est présent dans le tube digestif? Une bactérie responsable de 1% des diarrhées associées aux soins? Une bactérie présente dans les selles de 2% des patients hospitalisés? Un germe agressif pour les entérocytes via des toxines? Alors, est-ce que vous avez à peu près répondu? On aimerait bien savoir si c'est un QRM ou un QRM. C'est un QRM. Pourtant, je suis de la génération de l'ECN l'année dernière, mais... Alors, je vous donne les réponses. Ok, deuxième question. Alors, deuxième question. Quelle méthode diagnostique de l'infection? Est-ce que c'est la culture des selles qui est l'examen de référence ou bien la recherche de toxines dans les selles? Est-ce que la recherche de toxines dans les selles est très spécifique? Est-ce qu'une seule méthode suffit au diagnostic? Et est-ce que la coloscopie doit être systématique? Voilà. Et enfin, dernière question. Concernant le traitement, alors un premier épisode avec une forme non sévère, métronidazole en première intention, un premier épisode avec une forme cette fois sévère, plutôt la vancomycine en première intention. Est-ce que les récurrences sont plus fréquentes si c'est le métronidazole qui est utilisé en première intention? L'isolement est-il encore recommandé ou non? Et la transplantation fécale n'a pas démontré son efficacité en clinique. Alors voilà les 3 questions. Je vous propose de ne pas forcément y répondre tout de suite, mais qu'au fur et à mesure du topo, vous allez voir les réponses se dégager de tout ça. Alors, on peut commencer déjà par parler du microbiote intestinal. Alors, le microbiote intestinal, il faut savoir déjà que dans chaque gramme de sel, il y a à peu près 10 puissance 12 bactéries, ce qui est vraiment énorme. Donc, on sait que dans l'intestin, on a plein de bactéries, effectivement, avec 2 groupes qui se dégagent, les firmicutes et les bactéroïdétes. Donc, firmicutes jusqu'à 80%, bactéroïdétes 30% environ. Les autres, je vais citer uniquement les protéobactéries, 1 à 2%. Les autres, je ne vais pas m'amuser à essayer de les prononcer, de toute façon, ils sont moins importants. Ce que je veux dire, donc le Clostridium difficile, il fait partie de la catégorie des firmicutes. Le microbiote intestinal, c'est essentiel en fait pour... Il y a un équilibre qui se crée à l'intérieur et c'est essentiel pour empêcher la colonisation des pathogènes.
toutes les bactéries sont en équilibre les unes avec les autres, elles se partagent la nourriture qui est présente, et pour éviter quand un pathogène arrive et essaye de manger justement tous les nutriments qui sont disponibles, eh bien, les bactéries qui sont présentes empêchent ceci en faisant une sorte de compétition avec elles. Ces bactéries présentent nos amis, on va dire, elles empêchent également l'adhérence des pathogènes, et elles activent aussi le système immunitaire. Donc elles disent au système immunitaire de leur hôte, en disant attention, pathogène en approche, déclenche tes cellules immunitaires, il faut absolument l'empêcher parce que sinon il va nous piquer notre bouffe. Donc en gros, voilà, il y a vraiment tout un système qui est créé à l'intérieur du tube digestif. S'il y a un déséquilibre qui se crée, c'est là où on va commencer à avoir des problèmes. Alors notamment dans l'infection à Clostridium difficile. Donc le Clostridium, je vous ai dit, fait partie des firmicutes. On pourrait se dire, si les firmicutes sont en bon nombre, pourquoi le Clostridium difficile, quand il se développe, c'est un problème, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que le Clostridium difficile, va se développer quand les autres firmicutes, toutes les bactéries de la même classe que lui, sont en nombre plus faible. Voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure, mais en gros, il y a un déséquilibre avec des firmicutes qui sont en plus faible nombre, des bactéroïdétes en plus faible nombre, et un Clostridium difficile qui grandit, ainsi que des protéobactéries. Ça, c'est pour introduire donc le microbiote. Alors, une image ici pour vous décrire scientifiquement comment ça se passe, le Clostridium difficile. Alors, on va faire un peu les présentations. Il y a une petite boîte d'antibiotiques jaune. Il y a des bactéries commensales, nos amis, en rose, qui font un peu la tête. Et des petites boules bleues, ce sont les spores de Clostridium difficile. Alors, les spores de Clostridium, en fait, c'est la forme résistante du Clostridium. Les spores sont très résistants donc à la chaleur, au dioxygène, je rappelle que c'est une bactérie qui est anaérobie, donc au dioxygène, à l'acidité, elles sont une membrane qui est très épaisse, un ADN super enroulé, donc elles sont vraiment résistantes. Si par hasard la situation... il y a des facteurs favorisants qui font que les bactéries, ce que je vous ai expliqué juste avant, les bactéries commensales commencent à diminuer, notamment à cause des antibiotiques, comme on peut le voir. Là, les spores vont se retrouver dans une situation favorisante pour la germination, et donc ces spores vont se transformer en cellules végétatives, donc les jolies bactéries violettes, qui sont en train, en fait, et donc qui vont ensuite sécréter des toxines. Deux types de toxines, l'entérotoxine A et la cytotoxine B, qui sont des toxines qui vont s'attaquer donc à l'épithélium intestinal. L'épithélium intestinal, donc sur la droite en mauvaise posture, qui commence à se détruire progressivement, va faire des petites plaques jaunes, c'est ce qu'on appelle les pseudomembranes classiquement, et bien sûr on ne va plus pouvoir faire son travail et provoquer cliniquement une diarrhée. Alors, les facteurs de risque, justement. Les facteurs de risque de prolifération de Clostridium difficile, le principal qu'on connaît le plus, c'est l'antibiothérapie. Tout type d'antibiotiques, principalement quand même les fluoroquinolones, la clindamycine et les céphalosporines, mais tout type d'antibiotiques, même juste une antibioprophylaxie pour le bloc opératoire, voire même le métronidazole et la vancomycine qui font partie de l'arsenal thérapeutique, sont des antibiotiques à risque. L'utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protons, les patients de plus de 65 ans, les hospitalisations récentes, les patients qui sont admis également dans une chambre où un patient précédent était atteint d'infection avec Clostridium difficile. Bien sûr, les patients immunodéprimés sont plus à risque. Les facteurs de risque de sévérité, ça va nous intéresser parce que c'est des patients qui vont être hospitalisés aux soins intensifs ou en réanimation, les patients insuffisants rénaux ou avec une hypoalbuminémie. En fait, l'albumine est une protéine qui va s'attaquer aux toxines, qui va liser les toxines. Quand on a moins d'albumine, on a une défense en moins. Les patients opérés récemment et les patients également qui ont le ribotype de Clostridium 0,27, qui est un ribotype qui a montré en fait, qu'il était plus résistant, qui a plus de résistance difficile à traiter et plus de récurrence également. La clinique, je vais passer vite, on la connaît, donc des diarrhées, un choc septique qui s'appelle donc de la simple diarrhée jusqu'au choc septique, et bien sûr la classique colite pseudomembraneuse qu'on connaît tous, qu'on a vu en coloscopie comme ceci, et des signes extradigestifs qui peuvent être dus à la diffusion en fait, systémique des toxines. Les signes extradigestifs, c'est vraiment les toxines qui se baladent en dehors du tube digestif. Alors, les tests diagnostiques. Tout type, pour diagnostiquer une infection à Clostridium difficile, on est obligé de recueillir des selles. Alors, 3 possibilités ensuite. Premièrement, on peut rechercher la bactérie ou au moins des enzymes qui sont forcément présentes quand la bactérie est présente. Donc,
soit le GDH, on recherche l'enzyme caractéristique, soit la culture toxigénique. La culture, donc, qui est bien l'examen de référence, hein, c'est ce qu'on disait pendant le petit quiz, la culture, c'est vraiment l'examen de référence. Le principal inconvénient, c'est qu'on a 48 heures de délai, ce qui n'est pas envisageable, notamment s'il y a des facteurs de risque de sévérité ou une colite grave. Le problème de ces tests, c'est qu'ils sont effectivement très sensibles, donc c'est pratique, mais on ne sait jamais si c'est la bactérie qui est présente de façon commensale ou la bactérie qui est responsable de l'infection. Peut-être que c'est juste une colonisation ou alors c'est vraiment l'infection, on ne sait pas. Deuxième possibilité, on recherche les gènes qui codent les toxines par les techniques d'amplification des acides nucléiques, TAAN, principalement la PCR ici qu'on fait, qui est une technique encore une fois qui est sensible, mais peu spécifique puisqu'on ne sait pas si c'est une colonisation ou le vrai pathogène. Et enfin, dernière possibilité, on recherche les toxines. On recherche carrément les toxines qui se baladent, donc ça c'est beaucoup plus spécifique. On a deux possibilités, mais on fera principalement le test ELISA, qui est rapide, simple, facile d'accès, alors que la cytotoxicité, ça se fait à partir de la culture. Et donc, encore une fois, on a 48 heures de délai d'action. Donc, cette fois, c'est un test beaucoup plus spécifique. Alors, ces tests-là, on les réalise uniquement chez les patients qui ont de la diarrhée. Ça ne sert à rien de faire pour essayer de faire du dépistage. On fait uniquement si on a une suspicion clinique d'infection avec le Clostridium difficile. Au moins 2 tests. Je vais vous montrer juste après le diagramme pour savoir comment on fait les tests, dans quel ordre on les fait. Et on ne répète pas les tests pour un même épisode de diarrhée à Clostridium difficile. Ça ne sert à rien. Alors, l'algorithme. Donc, on va commencer par faire un test GDH, hein, je vous l'ai dit, c'est celui qui recherche l'enzyme caractéristique et recherche des toxines. Et là, on est face à plusieurs possibilités. Soit les 2 tests sont négatifs. Dans ces cas-là, pas d'infection avec le Clostridium difficile, on est content. Ensuite, si GDH est positif et la toxine sont positives, là, infection avec le Clostridium difficile, on en est sûr. En revanche, si on a positif-négatif sur les 2 tests, alors soit on est tout à gauche avec une GDH qui est négative et une toxine qui est positive, c'est bizarre, on n'a pas détecté la bactérie, pourtant les toxines sont bien présentes, il va falloir refaire le test. En revanche, si on a le GDH qui est positive, la GDH qui est positive et pas de toxine, là on n'est pas tout à fait sûr et c'est là que la PCR peut intervenir. Et en fonction des résultats, soit on n'aura pas d'infection si la PCR est négative, si c'est positif, voilà, ça peut être un portage, on n'est pas encore sûr. Bon, c'est pas tout à fait parfait comme technique, mais on a quand même une petite aide au diagnostic. Alors, les traitements, on a des recommandations européennes, donc 2014, que je vais vous présenter avec les différentes formes légères, sévères, compliquées et les récidives. Le premier tableau, c'est la forme légère à modérée, des patients qui ont de la diarrhée, pas d'infection systémique, avec des globules blancs inférieurs à 15 Go, pas d'insuffisance rénale. Le traitement, c'était le métronidazole en première intention. Deuxième catégorie, les formes sévères. Cette fois, on a une infection systémique, des patients insuffisants rénaux, ou des globules blancs supérieurs à 15 Go. C'était la vancomycine en première intention. Les formes compliquées, principalement l'hypotension avec un choc septique, l'iléus, le mégacolon toxique. On pouvait aller vancomycine plus ou moins métronidazole, parfois les 2 associés. En fonction du tableau, notamment s'il y a de l'iléus, prendre de la vancomycine péroise, c'était un peu compliqué. Donc voilà, et enfin les formes récidivantes. En cas de première récidive, donc à moins de 8 semaines après la fin du traitement, la fidaxomycine et en cas de deuxième récurrence, vancomycine, fidaxomycine, voire transplantation fécale. Ça c'est la recommandation européenne de 2014. Il n'y en a pas eu depuis en Europe, mais on verra qu'il y en a eu dans d'autres pays par la suite. Alors justement, une première étude que je vous propose, c'est une étude du Lancet en 2017 c'est une méta-analyse qui a comparé en fait 24 essais cliniques randomisés qui s'intéressaient au traitement de Clostridium difficile et du risque de récurrence associé. Il y a plus de 5000 patients qui ont été étudiés et le critère principal de jugement, c'était justement la guérison sans rechute. 13 traitements testés, certains plus anciens, d'autres plus récents, avec un suivi sur environ 1 mois en moyenne, et une analyse en sous-groupe qui est intéressante, que je vais vous proposer juste après, qui s'intéressait en fonction de la sévérité, quels étaient les traitements, l'âge, en fonction si c'était un premier épisode ou une récurrence. Alors voilà les différentes études, je vous propose juste une petite explication assez simple. Chaque cercle représente un traitement. Plus le cercle est gros, plus le nombre de patients qui ont reçu le traitement associé était important. Donc c'est vraiment ce qu'on voit tout de suite, c'est que la plupart des patients avaient reçu soit de la vancomycine, soit de la fidaxomycine ou du métronidazole. Le tolevamère, là, je ne sais même pas comment ça se prononce. Enfin, en tout cas, ça sera pas, on ne va pas s'y intéresser, parce que de toute façon, ça a prouvé que c'était totalement inefficace, qu'il y avait beaucoup trop de récurrences, donc on ne va pas en parler. Et je vous parle juste de la théicoplanine et du rinidazole qui sont juste en haut. C'est des nouveaux traitements qui sont en place. Il y a encore très peu d'études qui sont présentées.
Alors, les résultats, ça fait un peu peur quand on voit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce sont des résultats donc, comparés à la vancomycine. 3 traitements comparés à la vancomycine avec des odds ratios. Et donc, tout ce que j'ai surligné en orange, ce sont les résultats qui étaient significatifs. Les relations significatives. Alors, on peut commencer déjà par le métronidazole. Le métronidazole, ce qu'on s'aperçoit tout de suite, c'est qu'il a un odds ratio donc, à 1,57 sur les infections légères à modérées en comparé à la vancomycine, ce qui veut bien dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de risques de guérison avec rechute, d'accord, voire pas de guérison, avec le métronidazole sur les infections légères à modérées, avec un intervalle de confiance, donc c'était significatif. 1,57, donc c'est quand même énorme. Ce qui nous pousse à dire que vraiment, sur les infections légères, au moins le métronidazole et la vanco, il y a un souci, quoi. Alors, même si on a très envie de conclure sur le reste des catégories, c'était pas significatif, même si on voit que c'est toujours supérieur à 1. Ensuite, la fidaxomycine. Alors, la fidaxomycine, elle ressort sur toutes les catégories, sauf les infections sévères, où là, vraiment, on voit qu'on a une diminution quasiment de 50% du risque de rechute comparé à la vancomycine. Et le ridinidazole, qui ne ressort que, donc le nouveau traitement dont je vais vous parler un petit peu, un nouveau traitement donc, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il y a encore très peu d'études dessus, donc on a un faible niveau de preuve, même si on a l'impression sur les 2 résultats qui sont significatifs, qu'il y a une forte diminution des récurrences, avec notamment, chez les patients de moins de 65 ans, un ratio à 0,26 et dans les infections légères à 0,36, ce qui fait vraiment, c'est le chiffre le plus bas en fonction de tous les traitements. Sur le critère principal, on avait 2 choses qui ressortaient. La vancomycine comparée au métronidazole. On voit bien que la vancomycine fait mieux avec un odds ratio à 0,73 et la fidaxomycine 0,67 comparée à la vancomycine. Donc on a une sorte de graduation qui se crée un peu là entre métronidazole, vancomycine et fidaxomycine. La limite qu'on peut quand même donner pour ces études, c'est que l'aveugle n'était pas toujours respecté dans toutes les études. L'industrie était sponsor de quelques études également et il n'y avait pas vraiment de classification clinique très 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 clair dans toutes les études. Alors, du coup, les Américains se sont penchés sur le problème et ont établi des nouvelles recommandations. Donc, c'est la Société américaine des maladies infectieuses qui a donné des nouvelles recommandations dernièrement. Donc ils ont gardé les mêmes formes cliniques et le traitement, cette fois, exclut quasiment le métronidazole. On va s'intéresser tout de suite à la vancomycine ou à la fidaxomycine en première intention. Les doses sont marquées, donc vous pourrez regarder. Le métronidazole ne sera utilisé uniquement dans les cas où on n'a pas de vanco ou de fidaxomycine, ce qui peut arriver, bien sûr, dans certains hôpitaux. Donc, vancomycine, fidaxomycine, première intention. Dans les infections sévères, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois, vraiment, le métronidazole, il faut oublier. Donc, vancomycine, fidaxomycine. Dans les infections qui sont compliquées, cette fois, on gardera la vancomycine, péros ou par voie rectale, notamment s'il y a un iléus, associé au métronidazole en IV. Donc, le métronidazole garde quand même sa place dans les infections compliquées, uniquement en IV et associé à la vancomycine, mais jamais tout seul. Les récurrences. En cas de première récurrence, cette fois, ce sera la fidaxomycine. Je n'ai pas surligné la vancomycine, parce que vous voyez qu'on l'utilisera uniquement si c'est le métronidazole qui est utilisé en premier. Nous, on part du principe qu'on ne l'utilise plus. Donc, fidaxomycine en première intention. Il y a des techniques aussi de vancomycine pulsée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est sur plusieurs mois. Et en cas de deuxième récurrence, la vancomycine pulsée, c'est encore possible, la fidaxomycine et la transplantation de microbiote fécal. Les mesures associées qu'on connaît, qui restent les mêmes. On arrête les antibiotiques, vraiment, sauf si c'est impossible. Les mesures d'hygiène, on isole le patient. Lavage des mains au savon doux, savon hydroalcoolique. Nettoyage des surfaces au désinfectant sporicide. Des études qui ont montré que les surfaces qui étaient le plus colonisées à spores de Clostridium difficile, ce sont les ordinateurs de réanimation. Pensez-y quand vous tapez vos CRH. Et donc, les mesures doivent être maintenues jusqu'à 48 heures après la fin de la diarrhée. Pas besoin d'attendre forcément la fin du traitement, mais au moins 48 heures après la fin des symptômes. Les mesures préventives, on essaie de repérer les patients à risque, notamment ceux qui sont à risque de faire des infections sévères, et on limite l'utilisation des antibiotiques. Alors, on va parler d'un petit sujet un peu ragoûtant peut-être, mais c'est très intéressant, la transplantation de microbiote fécal. Alors, c'est quelque chose, en fait, qui a été pratiqué par les Chinois depuis plusieurs siècles. C'était, en fait, une administration de soupe jaune qui traitait, en fait, les infections intestinales. Donc, on n'a pas été les premiers à l'inventer. 1958, ça a été remis un petit peu au goût du jour avec le traitement des colites pseudomembraneuses, puis ensuite, c'est tombé un petit peu dans l'oubli, mais ça commence à revenir. Le principe,
c'est de récupérer donc, les selles d'un patient sain, d'un donneur. Donc ce donneur donne ses selles, on les récupère et on va les réimplanter, je vais vous expliquer un petit peu comment après, dans un patient qui a une infection à Clostridium difficile. Le but, c'est de restaurer le microbiote avec la compétition que je vous ai expliquée au début. On redonne des bactéries aux patients pour qu'il puisse y avoir une nouvelle compétition avec le Clostridium difficile. Les analyses sont pratiquées, donc dans les études qui ont été pratiquées pour savoir si c'était efficace ou non. Il y a des analyses, en fait, une analyse des selles avant la transplantation fécale qui montrait donc le Clostridium difficile et une baisse très importante des firmicutes et des bactéroïdetes, comme je vous l'avais dit, avec des protéobactéries qui sont vraiment avec une inversion de l'équilibre. Et une analyse des selles qui était faite après transplantation fécale, voire même jusqu'à 1 an, qui montrait que déjà la transplantation fécale était efficace à long terme, et une nouvelle inversion avec un retour à la normalité des firmicutes, des bactéroïdetes qui augmentent et des protéobactéries qui rediminuent. Des études donc, ont été menées principalement pour le traitement des récurrences après échec de vanco ou de fidaxomicine. On va y revenir. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de littérature aux soins intensifs. En réanimation, il n'y a pas du tout d'études. Les seules choses qu'on a, c'est des case reports sur l'utilisation de la transplantation fécale chez les patients qui ont des diarrhées aux antibiotiques qui ne cèdent pas. On fait une transplantation fécale et là, la diarrhée diminue. Mais en revanche, c'est pas du tout dans l'indication du Clostridium, donc on ne va pas en parler. Alors, une première étude du New England en 2013 qui a été donc le premier essai clinique en fait, puisque en 2012 il y avait déjà des études rétrospectives, des cohortes rétrospectives en Finlande qui étaient plutôt en faveur de la transplantation fécale. Là c'est un essai clinique contrôlé, randomisé, qui n'était pas en aveugle évidemment, qui était en ouvert. On avait exclu encore une fois les patients de réa, les patients immunodéprimés, et il y avait 2 groupes, un groupe qui recevait uniquement la vancomycine, 26 patients, et un autre groupe qui recevait la vancomycine et une transplantation fécale par sonde nasogéjunale. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de patients. Alors, le pourcentage de guérison, c'était tout à fait significatif. Il y avait beaucoup plus de guérison sans rechute chez les patients avec la vancomycine et la transplantation fécale, jusqu'à presque 95%, alors que la vanco, c'était 30% environ. Donc, vraiment, une différence tout à fait significative. Ça, c'était pour les infections récurrentes. Là, je vous présente... Alors, oui, pardon, excusez-moi. Juste, cette étude, en fait, a été même arrêtée précocement du fait de l'efficacité évidente de la transplantation fécale. Et en 2015, il y a un nouvel essai clinique randomisé qui était sur le même tableau, sauf qu'au lieu de faire la transplantation fécale en nasogéjunale, c'était par coloscopie. Et par coloscopie, ça donnait les mêmes résultats. Je ne vous ai pas présenté l'étude, c'était les mêmes résultats avec, pareil, un arrêt précoce du fait de l'efficacité. Alors, cette fois, c'est une étude qui a été faite en 2018, et c'est une note en fait du New England. Cette fois, ça a été, on fait de la transplantation fécale uniquement pour les infections, la primo-infection. Il y avait 10 patients, un groupe qui recevait le métronidazole, un groupe qui recevait la transplantation fécale, on observait la réponse à J4, J35 et J70, et cette fois, ça n'était pas significatif. Alors, bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comparé au métronidazole, du coup, qui n'est plus le traitement de référence, mais c'est une étude qui a été menée en fait en Norvège entre 2014-2017, donc il n'y avait pas encore toutes les recommandations. Donc cette fois, par contre, pour les infections primaires, la primo-infection, pardon, c'était pas, ça ne ressortait pas. Alors, en pratique, comment ça se passe? Donc déjà, l'indication, je la répète, c'est uniquement en cas de 2e récurrence d'infection à Clostridium difficile, c'est-à-dire 3e épisode. Alors, il faut quelqu'un qui accepte, bien sûr, de donner ses selles. Donc, on rentre à peu près tous dans la catégorie. Donc, 18-65 ans, pas de pathologie, pas de séjour récent trop à l'étranger, et des selles d'aspect à peu près normal. Et il y a bien sûr une batterie d'examens infectieux à réaliser, des hépatites, etc. Je n'ai pas remis tout le détail, mais vraiment une grande feuille. C'est encore pire que quand on donne son sang, avec vraiment plein de choses qui sont dosées. La préparation. Alors, les pharmaciens sont peut-être fournis en cache-nez, je ne sais pas, mais en tout cas, dilution, homogénéisation, filtration, conditionnement de ces selles, et on les administre dans les 6 heures après préparation. Donc, sauf si on utilise la petite forme de capsules congelées, que je vais vous montrer juste après, donc qui peuvent être congelées pendant 6 mois. Alors, voici le schéma qui est proposé par le groupe français de transplantation fécale. Je vous invite à visiter leur site. Donc, c'est 4 jours au moins de vancomycine Péros. Ensuite, on arrête les antibiotiques pendant 3 jours, on fait un lavage intestinal et ensuite on fait la transplantation fécale.
Ça, c'est le schéma à peu près à respecter. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup d'études aux soins intensifs, parce que arrêter les antibiotiques pendant 3 jours en réanimation, des fois, ça peut vite flamber. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études encore chez les patients, enfin, même pas du tout d'études chez les patients de réanimation dans ce cadre-là. Alors, les voies d'administration, voici les petites capsules congelées. Donc, la forme orale, les capsules congelées, justement, c'est assez pratique. Il n'y a pas beaucoup d'effets indésirables, en fait. C'est facile de les stocker et c'est facile pour les patients de les prendre. Deuxième possibilité, en sonde nasogastrique. Donc là, on administre via la sonde nasogastrique. Le seul souci, c'est que ça donne pas mal d'effets indésirables digestifs, notamment des vomissements. En troisième possibilité, la sonde nasogéjunale. Donc là, on shunt l'estomac, donc il y a moins de vomissements. Et en plus, on évite l'acidité gastrique de l'estomac, donc il y a moins de risque de destruction de la transplantation fécale. La coloscopie, sauf que la coloscopie, ça a un certain coût quand même. Et si on a une colite un côlon qui est très très inflammatoire, on a un risque de perforation, donc il y a les risques associés à la coloscopie. Ou encore en lavement. Le lavement, c'est le traitement la voie d'administration la plus efficace pour diminuer les signes fonctionnels. Alors, les effets indésirables, je vous l'ai dit, c'était surtout digestif, mais ça ne durait pas très longtemps. L'acceptation. Alors, dans les études que j'ai lues, finalement, les patients acceptaient beaucoup plus ce traitement que les médecins. Pourquoi ? Parce que les médecins, en fait, pensent que les patients sont dégoûtés. Donc, du coup, ils ne le prescrivent pas trop. Aussi parce qu'il peut y avoir des problèmes de logistique. Ils ne connaissent pas très bien ce traitement, ils ne connaissent pas très bien les indications, comment ça se pratique, comment on fabrique la transplantation fécale. C'est assez peu connu pour l'instant. Donc, finalement, les patients, si on leur propose et qu'on dit « le médecin vous prescrit ça », ils seraient assez d'accord. Ça nécessite donc des centres de référence. Je vous ai mis les centres de référence à Paris et une certaine fécalothèque pour avoir de la réserve. Alors en conclusion, tout de même, pour la transplantation fécale, le Clostridium difficile qu'on a un peu mieux, avec qui on a fait un peu mieux connaissance. Donc comme on n'a toujours pas de recommandations européennes, on a les recommandations américaines. On essaie de retirer le métronidazole de cette stratégie. On a vu que ça avait beaucoup trop de récurrence. En cas, donc justement, le Clostridium, c'est pas si difficile. Donc 3 petites choses à retenir. En cas de premier épisode, sévère ou non, plutôt vancomycine. Si on a la fidaxomycine sous le coude, pourquoi pas. Mais après, c'est un produit qui coûte cher. Donc, c'est pas forcément ce qui serait le plus rentable, on va dire. En cas de première récidive, cette fois, fidaxomycine. On est obligé. Il faut sortir le porte-monnaie. Fidaxomycine en cas de première récidive. Et deuxième récidive ou plus, cette fois, pourquoi pas, transplantation fécale. Alors, bien sûr, les études restent à mener en réanimation. Hein, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau. Mais pourquoi pas. Et le Clostridium et moi, on vous remercie de votre attention.